Aujourd'hui, la vidéo se compose de 3 parties. Premièrement, que se passe-t-il réellement en Iran en ce moment lors des funérailles de Khamenei? Et pourquoi les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont-elles en pause? Et surtout, comment cela influence-t-il Israël? Deuxièmement, je vais vous raconter une énigme à propos de 3 personnes, de leurs habitudes, de leurs vices et de la façon dont cette énigme trompe les gens de la même manière depuis 200 ans. Vous comprendrez que la même méthode de tromperie est utilisée aujourd'hui. Par exemple, quand on compare Trump et Poutine dans la presse européenne et mondiale. Et troisièmement, je vais vous montrer des chiffres concrets et des citations précises. Qui a payé qui et combien pour les armes destinées à l'Ukraine, ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN à propos de Trump, et comment, après tout cela, on écrit sur lui en Europe. Je parle de Trump. Comparez cela avec ce que fait Poutine et tirez vos propres conclusions. Alors, c'est parti. Première partie, l'Iran. Partie Iran. Première, l'Iran. À Téhéran, les funérailles du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, décédé en février suite à une frappe américano-israélienne, se poursuivent pour le 2e jour. Les États-Unis et Israël ont confirmé ce fait. C'est un fait, confirmé par de nombreuses sources. L'ampleur de l'événement est telle que les analystes le qualifient de l'un des plus grands funérailles d'État de l'histoire, voire de l'humanité. Au cours du processus de Rav Sianout, pendant plusieurs jours, il y a eu Téhéran, la cérémonie principale, puis Qom, ensuite Nadjaf, puis la nuit de Karbala en Irak et la conclusion le 9 juillet à Mekhedd. La foule scande des slogans de vengeance, c'est aussi un fait avéré et non une simple interprétation. Dans ce contexte, les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont suspendues pendant au moins une semaine. Donald Trump et les médiateurs, le Qatar et le Pakistan, déclarent qu'il y a eu certains progrès, selon leur dire. Mais soyons honnêtes, les analystes notent que les parties ne sont même pas encore connectées. Elles se sont heurtées à des questions complexes. D. Nucléarisation de l'Iran et statut du détroit d'Ormuz. Dieu seul sait de quoi ils discutent aussi longtemps. Je ne sais pas. L'Iran insiste sur une souveraineté conjointe avec Oman sur le détroit, c'est-à-dire s'approprier, comme on dit, les eaux internationales, les routes maritimes internationales, comme ils les appellent là-bas. Les États-Unis exigent une liberté totale de navigation. Les positions sont actuellement totalement irréconciliables. L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Herbert McMaster, a publiquement critiqué la logique même de cet accord. Selon lui, c'est précisément l'Iran qui profite actuellement des négociations, car la levée des sanctions sur le pétrole et le dégel des avoirs permettront à Téhéran de rétablir son armée et de réarmer ses groupes proxy dans la région. Les soi-disant durs iraniens affirment exactement le contraire, que rien de ce qui a été signé n'est respecté. Ici, du moins dans le mémorandum, cela profite aux États-Unis et n'apporte aucun avantage à l'Iran. Donc ce sont des versions opposées en fait, tout comme les versions exprimées par les négociateurs sur ce qui se passe réellement, ce qui s'est passé et sur quoi ils se sont mis d'accord. Eh bien, alors écoutons toutes les versions. Alors, voici ce qui se passe réellement au Moyen-Orient en ce moment. Des funérailles, des slogans de vengeance, la suspension des négociations et une profonde méfiance, je dirais, des deux côtés. Voici pourquoi j'ai en fait commencé la vidéo d'aujourd'hui par l'Iran. Parce que ce qui se passe là-bas et la façon dont cela s'est présenté et la façon dont on en parle chez nous en Occident, ce sont deux histoires complètement différentes. Ou comme on dit à Odessa, oui, c'est le jour et la nuit. En même temps, les antisémites amplifiant l'histoire selon laquelle Trump et Netanyahou se seraient disputés pour le reste de leur vie. Qu'ils se détestent l'un l'autre. Et que Trump dit publiquement que, donc, Netanyahou est un menteur. Et tout ce qu'il veut, c'est être réélu. Et il se fiche complètement aussi bien d'Israël que des États-Unis d'Amérique. Et moi, personnellement, je suis frappé par le fait qu'une foule de gens tombe dans ce piège. Et ce sont des gens qui, apparemment, ont une bonne opinion de Trump et disent qu'ils comprennent ce qu'il fait. Et des gens qui ont une bonne opinion de Netanyahou et disent qu'ils comprennent à peu près ce qu'il fait. Mais en même temps, ils croient à toutes sortes de bêtises, de saletés, d'idioties crétines qui apparaissent sur Internet pour que les idiots et les crétins décident encore une fois que ce sont les Juifs qui sont responsables de tout. Finalement, Trump a fini par le comprendre. Et je pense, et dans une minute, je vais vous montrer pourquoi. Notre propre logique de raisonnement
celle que nous utilisons chaque jour pour évaluer les politiciens, est conçue de telle manière qu'elle nous conduit régulièrement à de mauvaises conclusions. Je vais vous montrer cela à travers ce qu'on appelle une énigme vieille de 200 ans. Deuxième partie, l'énigme. Imaginez que vous devez choisir l'un des 3 candidats au poste de leader mondial. Voici leur portrait. Le candidat A fréquente des politiciens douteux et consulte des astrologues. Il a eu, plus d'une maîtresse. Il fume un cigare après l'autre et boit entre 8 et 10 verres d'alcool fort par jour. Le candidat de l'un des leaders mondiaux a été chassé du pouvoir à 2 reprises dans le déshonneur. Il dort généralement jusqu'à midi, et si on le réveille avant, il crie comme un forcené. Dans sa jeunesse, il consommait du tabac à priser. Personne ne sait quand sa jeunesse s'est terminée, ni même si elle s'est vraiment terminée. Chaque soir, il boit presque 1 litre de brandy. C'est un fait avéré, c'est avéré, c'est avéré. C'est une candidate bien connue au titre de vétéran de guerre émérite. Végétarienne, elle ne fume pas, se permet parfois un verre de bière et n'a jamais trompé son mari. Voici la question. Pour qui votez-vous ? Si vous êtes comme la grande majorité des gens à qui cette question a été posée, au cours des 20 dernières années, elle a été posée très souvent. Vous avez choisi le candidat C. Vous avez devant vous une personne disciplinée, modeste et fiable. Alors, juste pour que ce soit clair, le candidat A, c'est Franklin Delano Roosevelt, le candidat B, c'est Winston Churchill et le candidat C. Un végétarien irréprochable, un abstème, c'est Adolf Hitler. Faites une pause et réfléchissez à cela. La discipline, la sobriété, le végétarisme, la fidélité conjugale, aucune de ces qualités ne vous a dit si cette personne serait le sauveur de la civilisation ou son bourreau. Et les 2 personnes qui ont sauvé le monde du nazisme, Roosevelt et Churchill, d'après la description de leurs habitudes personnelles, ressemblaient à 2 ivrognes irresponsables. La conclusion qui en découle est à la fois simple et dure. D'après la description de la personnalité, d'après les habitudes, même d'après les paroles d'une personne, messieurs, même d'après les paroles d'une personne. On ne peut pas tirer de conclusion fiable sur le fait que cette personne sera un bienfait ou une catastrophe pour son pays et pour le monde. Ce sont des catégories différentes, l'une ne découle pas de l'autre, en aucune façon, et pourtant à chaque fois, nous tombons dans le même piège. Je souhaite maintenant vous raconter une autre histoire, sur une seule personne cette fois, la quintessence du raté, un cas vraiment unique. Il est né il y a assez longtemps, il y a environ 150 ou même 200 ans, à l'âge de 7 ans, il a dû travailler parce que sa famille a été expulsée. D'accord. À 9 ans, il a perdu sa mère, à 19 ans, il a perdu sa sœur, à 22 ans, il a enfin ouvert sa première entreprise et a immédiatement fait faillite. À 23 ans, il s'est présenté à l'Assemblée législative et a perdu. À 24 ans, il a emprunté de l'argent, a ouvert une nouvelle entreprise et a de nouveau fait faillite. Waouh! À 26 ans, il a enfin rencontré une femme, est tombé amoureux, s'est fiancé, elle est morte. Bon, ce n'est pas vraiment de sa faute, comme on dit, mais c'est juste que il a simplement cette chance-là, oui. Après cela, il est tombé dans une profonde dépression et s'est retrouvé cloué au lit pendant 6 mois, mais au bout de 6 mois, il s'est relevé. Parce qu'il a décidé de se présenter à nouveau et a encore perdu à 33 ans, non, à 31 ans, oui, il essaie encore de se faire élire et il perd encore. À 33 ans, il a rencontré une femme avec qui il va passer le reste de sa vie, il l'épouse. Ils auront 4 enfants et 3 d'entre eux mourront. À 34 ans, il se présente au Congrès et perd. À 36 ans, il perd encore. À 41 ans, son fils meurt. À 45 ans, il se présente au Sénat et perd encore. Et à 47 ans, il décide que ni le Sénat, ni le Congrès, ni les élections locales ne sont pour lui. Et il essaie de se présenter à la vice-présidence des États-Unis. Il n'a même pas obtenu 100 voix. Il n'a pas obtenu 100 voix. À votre avis, qu'est-il arrivé à cet homme exactement 2 ans après cette dernière défaite, cet échec, cette humiliation, les rires de tous ceux qui l'entouraient? Oui, j'ai oublié de dire, il s'appelait Abraham Lincoln.
En 1860, 2 ans après sa défaite, il a été élu président des États-Unis d'Amérique et il est devenu l'un des présidents les plus influents de l'histoire de ce pays. On peut aimer ou non sa politique, personnellement je ne l'apprécie pas vraiment, mais il est indéniable qu'il a marqué l'histoire. Je ne veux pas dire que je n'aime pas tout ce qu'il a fait, oui, il y a certaines choses principales qui ne me plaisent vraiment pas, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Oui. Le fait qu'il ait eu une énorme influence sur ce pays, qu'à lui seul ait s'est consacré ce monument en marbre et tout le reste, oui, c'est un homme qui a fait faillite, qui a perdu, qui n'a rien pu faire. La dépression le clouait au lit, il perdait encore, et il continuait quand même. D'ailleurs, puisque nous en parlons, souvenons-nous d'Edison, n'est-ce pas ? Il a mené 25 000 expériences avant de trouver le matériau du filament qui donnerait une lumière stable dans les ampoules. Quand un autre assistant venait le voir et disait « Monsieur Edison, ça n'a encore pas marché », il répondait « Nous venons juste de découvrir une autre façon qui ne fonctionne pas. Parfait. » Qu'est-ce que l'énigme, l'histoire de Lincoln et celle d'Edison ont en commun ? C'est toujours la même chose, notre système intuitif d'évaluation basé sur les apparences, sur le nombre d'échecs, sur les habitudes personnelles, se trompe systématiquement. Quand il s'agit de ce que la personne fera réellement, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle apportera au monde. Et maintenant, bien sûr, le plus intéressant, pour finir en beauté. Le dessert est encore loin, mais le plus intéressant viendra à ce moment-là, car la même erreur est actuellement commise par une grande partie de la presse mondiale. Et d'ailleurs une partie de l'électorat américain aussi, lorsqu'il s'agit de comparer deux personnalités, disons, dont tout le monde parle. Je vais vous le prouver avec des faits, des chiffres et des citations, pas des émotions. Eux avaient des émotions, moi j'utilise les faits. Troisième partie. Que se passe-t-il réellement ? Oui. Commençons par les faits sur qui fait réellement quoi pour l'Europe. Que dit de Trump, par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, l'homme qui est responsable du destin de toute l'Alliance ? Marc Riotto ne mâche pas ses mots. Donald Trump est important pour l'OTAN et il est totalement dévoué à l'Alliance. Et ensuite, il s'agit de faits concrets, pas d'émotions. Pensez-vous vraiment que l'Espagne, l'Italie, la Belgique et le Canada seraient passés de 1,5% du PIB à 2% pour la défense sans Trump ? Jamais de la vie. L'Italie aurait augmenté ses dépenses de défense de 10 milliards de dollars ? Jamais. Selon Riotto, tout le passage de l'OTAN de 2 à maintenant 5% du PIB pour la défense, c'est l'objectif que l'Alliance s'est fixé pour 2035. Cela n'aurait pas eu lieu sans la pression de ce président en particulier, à savoir le président Trump, qu'il appelle Donny. L'Allemagne, quant à elle, a augmenté ses dépenses de défense, passant d'un modeste 70 milliards par an jusqu'en 2023, non. En 2021, jusqu'en 2023, non. 160 milliards d'ici 2029. Donc l'argent pour la défense de l'Europe doit venir de l'Europe, pas de l'Amérique, ni de personne d'autre. Et il ne s'agit pas de faire semblant, mais bien que l'argent pour la défense de l'Europe vienne de l'Europe. L'Europe finance désormais les armes envoyées en Ukraine. La pression qui a poussé l'Europe à commencer à payer pour sa propre sécurité, elle vient de qui ? De Pouchkine ? Non, il n'est plus dans cette histoire depuis longtemps. De Trump. Bon, passons maintenant un instant à son vis-à-vis. Donc Poutine, que fait Poutine ? Du 24 février 2022 à mai 2026, le nombre vérifié de victimes parmi la population civile ukrainienne, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, est de 62 716 personnes. Parmi eux, 16 enfants, maintenant 16 000. Je ne me souviens plus. 16 000 morts. Et cela ne s'améliore pas, cela empire. Mais de cette année a été le mois le plus sanglant depuis avril 2022. En 1000 jours de guerre, près de 1500 bâtiments scolaires et plus de 600 établissements médicaux ont été détruits ou endommagés. Messieurs, ils tirent tout simplement, ils frappent directement les établissements d'enseignement, les jardins d'enfants, les écoles, les classes primaires, les classes supérieures, les universités, tout ce que vous voulez. Et plus de 600 établissements médicaux sont visés délibérément.
Ce n'est pas comme si cela arrivait parfois par accident, quand ils essaient de tirer sur des cibles militaires. Non, ils visent délibérément, sur ordre de leur commandant en chef V, Poutine, les jardins d'enfants. Aux hôpitaux. Aux hôpitaux. Le nombre de décès et de blessures d'enfants rien qu'à Kiev et dans la région a presque quadruplé en un an. L'année dernière, c'était un quart de cela. Et maintenant, ça augmente. Ils frappent pas délibérément les jardins d'enfants. D'octobre de l'année dernière à mars de cette année, il y a eu au moins 423 frappes sur des infrastructures énergétiques. Des centaines de milliers de personnes sont restées sans chauffage ni eau à moins 23 degrés. L'ONU a constaté des exécutions. Au moins 129, c'était à peu près ce chiffre pour les prisonniers de guerre ukrainiens. Des exécutions. Ils signaient toutes les déclarations sans s'en soucier. En Union soviétique, on m'a expliqué que, quand les Konchenki avaient en signé quelque chose, j'ai essayé d'expliquer aux policiers que c'était eux qui avaient en signé. Il a dit « Ils n'ont pas signé pour vous ». J'ai compris. Et en plus de cela, pour la période de 2024 à 2026, 144 cas suspects ont été enregistrés. Suspects, comme ils l'écrivent, c'est-à-dire des signalements, des apparitions suspectes de drones au-dessus de 13 pays d'Europe. Des aéroports ont donc été fermés en Allemagne, Espagne et Danemark pour cette raison. L'Institut d'études stratégiques de Londres estime qu'il est extrêmement probable que des navires russes, une flotte fantôme, soient utilisés pour lancer ces drones. C'est un test direct de la préparation de l'OTAN. Voici la question. Trump a-t-il tué ne serait-ce qu'un seul Européen ? Non. D'ailleurs, non. Oui. A-t-il pris un territoire ? Oui. Non. Le seul épisode vraiment aigu, c'était le cri à propos du Groenland. Le cri à propos du Groenland. Cela s'est terminé par une manœuvre douce de Trump après sa conversation avec Rutte. Ou peut-être une manœuvre douce de l'OTAN, qui sait. C'est-à-dire que Trump, sans tirer un seul coup de feu et sans aucune annexion, n'a pas pris un seul mètre de terre. Il a obtenu tout ce qu'il voulait sur le territoire du Groenland. Et voici maintenant le moment même pour lequel nous avons évoqué Hitler, Churchill et Lincoln. Si vous regardez comment une grande partie de la presse européenne écrit, il s'avère que la manière dont une grande partie de la presse européenne écrit sur Trump et sur Poutine est étonnamment similaire. Je rappelle que Trump n'a encore tué aucun Européen. Trump s'est qualifié d'impérialiste. Une menace pour la démocratie, un destructeur de l'ordre. Poutine s'est critiqué, mais là-bas, il est vu comme un agresseur et ennemi, source de guerre. Mais à propos de Trump, on ne le qualifie presque jamais d'ennemi. On ne le dit presque jamais. On le dit mais presque jamais. On pourrait croire qu'il y a une différence, et c'est bien là le piège, exactement comme dans l'énigme sur Hitler et Churchill. Les gens des nations entières, des rédactions entières, sont bien plus préoccupés par le style, le ton, les manières, les tweets, la personnalité. Les habitudes personnelles d'un homme politique comptent plus pour eux que les conséquences réelles de ses actes sur leur vie. Voilà, ils auraient choisi Hitler pour toute l'Europe. Et ils choisissent, bien sûr, oui, parce qu'il ne boit pas, parce qu'il ne mange pas de viande de lapin ou une autre stupidité du même genre. Oui. Il ne bat pas sa femme, quel bonheur. Oui, alors que chez Macron, c'est sa femme qui le bat. Bonheur, très bien, bravo Macrochin. Un dirigeant oblige l'Europe à payer pour elle-même. Pourquoi ? Pour la défense de l'Europe. Et il oblige l'Alliance à enfin renforcer sa puissance militaire. Après, en fait, 10 ou 20 ans de relâchement. Et le deuxième dirigeant élimine, tue des dizaines de milliers de personnes, détruit des hôpitaux et des écoles, fait voler des drones au-dessus des aéroports européens et donne à l'Iran une raison de maintenir toute la région sous tension. Et on parle d'eux de la même manière, avec le même ton, avec la même haine. Je dirais même ceci. Comment ? Trump est plus détesté que Poutine. Et si on demandait, je pense, aux Européens ? Voilà, vous n'avez que 2 options. Être conquis par Trump ou par Poutine, que choisiriez-vous ? Je soupçonne qu'il dirait Poutine. Poutine. Et pourtant, une part importante de l'opinion publique, selon au moins un sondage, jusqu'à 82% des Européens considèrent Trump comme un autocrate, enclin à ce qu'ils appellent l'autoritarisme. J'ai enfin prononcé le mot, n'est-ce pas ? Voilà. Et ils le mettent sur le même plan que Poutine, mais ils sont plus sévères envers Trump.
Une chercheuse finlandaise de Norvège, on n'y peut rien, ça arrive, n'est-ce pas? Ils écrivent d'elle écrit « Trump et Poutine propagent tous les deux le même récit sur l'Europe qui se meurt. » Et alors? Eh bien, ils ont aussi 2 jambes chacun, et un nez et 2 oreilles chacun. C'est vrai, ils disent vraiment tous les deux ça, et moi aussi je le dis. Mais la même rhétorique ne signifie pas les mêmes conséquences pour l'Europe, sale connard. Les paroles de Trump sur l'Europe sont désagréables. Les drones et les missiles de Poutine au-dessus de l'Europe tuent. Désagréable, il tue. Il tue, c'est désagréable. Voilà, c'est la même erreur qu'avec Hitler végétarien. Nous confondons le style avec l'essence, les mots avec les actes, les manières avec le résultat. Il n'aime tout simplement pas qu'il soit roux, la façon dont il parle, la façon dont il agite les mains et la façon dont il parle, ce genre de choses, n'est-ce pas? Si vous jugiez Abraham Lincoln par le nombre de ses échecs, vous n'auriez jamais misé 1 centime sur lui. Et si vous jugiez Adolf Hitler par ses habitudes, vous l'auriez choisi comme un leader irréprochable. La même erreur logique est commise aujourd'hui par une partie de l'électorat européen, une grande partie, ainsi que la moitié de l'électorat américain. Ils confondent ce qui les irrite personnellement, les tweets, ceci, cela, les manières, avec ce qui détermine réellement le destin de leur pays. Les armes, le sang, l'argent, la vie. Et voici la leçon que je veux vous laisser aujourd'hui. Abraham Lincoln a subi échec sur échec pendant près de 30 ans d'affilée. N'importe quel observateur raisonnable en 1858 vous aurait dit « Cet homme est fini, un raté en politique, oubliez-le ». Cet observateur se serait lourdement trompé. L'énigme sur Hitler et Churchill montre qu'une réputation irréprochable ne garantit rien. Et donc, la seule façon honnête de juger les dirigeants n'est pas selon qu'ils nous plaisent ou nous impressionnent personnellement, mais selon ce qui se passe réellement à la suite de leurs décisions. Combien de personnes sont en vie? Combien d'argent reste-t-il aux contribuables? Combien de villes ne sont pas détruites? Oh, je n'aime pas les connards. Le monde est plein de gens prêts à abandonner après leur premier échec. Et il est aussi plein de gens prêts à juger dès le premier tweet désagréable, au 2e, au 16e, au 196e. Et vous, les Lincolnistes? Lincoln est un raté, ne vous mêlez pas de ça, vous avez la gueule de travers. Mais l'histoire, Lincoln, Edison d'ailleurs, oui, et même cette vieille énigme sur les 3 politiciens, nous montrent encore et encore une chose. Tirer les bonnes conclusions exige de vérifier les faits et d'être prêt à séparer ce qui nous irrite personnellement de ce qui compte vraiment. Si seulement vous appreniez à faire ça et encore un peu d'échec. Bon, essayez simplement de réfléchir à un demi-coup d'avance et à ce que cette décision de ce politicien va apporter. Oh, comme c'est bien! Non, réfléchissez à ce que cela va apporter. Oh, d'accord, si vous avez regardé jusqu'à ce moment, vous avez déjà fait le premier pas pour ne pas commettre cette erreur. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Léon Vinstein US, où je publie chaque jour de courtes réactions et analyses de l'actualité qui ne figurent pas dans le format long. À bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode, mesdames et messieurs. Et comme toujours, quoi qu'il arrive, nous avons toutes les raisons de regarder l'avenir avec optimisme, car même les périodes les plus sombres de l'histoire ont fini par prendre fin. Et messieurs, le bon sens l'emporte, et parfois cela prend tellement de temps. Mais ici, Donnie est déjà venu chez nous, il est déjà arrivé. Alors profitez du fait que Dieu, la nature, je ne sais qui, Sa Majesté le hasard l'a envoyé chez nous, saisissez cette chance à 2 mains. C'est tout, c'est fini, à la prochaine.